j'aimerais laisser la parole tout de suite à Frédéric Pchibilski, président du pôle automobile Nord-Pas-de-Calais et de l'ARIA Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers collègues, bonjour. C'est pour moi un très très grand plaisir de vous accueillir ici pour le premier forum automobile européen dans notre région. Je tenais tout d'abord à remercier ceux qui nous ont fait confiance, nos financeurs, l'État, représenté ici par le SGAR, M. Autiot, la région, la PFA, avec Million Rousseau, que vous connaissez bien ici présent, sans oublier nos sponsors, bien entendu, et aussi l'équipe de l'ARIA et du pôle automobile qui ont travaillé d'arrache-pied pour que vous soyez ici confortables et qui sont prêts, bien entendu, à répondre à toutes vos questions. Je vais vous présenter les fondamentaux de notre région, vous montrer que nous avons des atouts, des savoir-faire, qu'il faut les faire connaître, et c'est un point, bien entendu, très important de notre forum. Les diapos seront en anglais, mais je continuerai en français. Welcome. Sur un marché vous connaissez, de 80 millions mondial, depuis 2012, l'Europe a laissé sa place de leadership pour être maintenant sous les 14 millions, dépassé par la Chine et les États-Unis. On va le voir sur cette carte que vous connaissez bien avec toutes les implantations. Les points bleus étant des sites, on voit bien que le continent européen élargi a toujours énormément de sites, ça c'est clair, vous le savez. Pour ce qui nous concerne, en Europe, avec cette carte qui est sur des miles, qui aussi va jusque l'Autriche, la Tchéquie, nous avons de nombreux constructeurs majeurs mondiaux. Ce que je voulais vous montrer, qui est un peu moins connu, c'est que sur un cercle centré dans notre région de 600 km, nous avons 50% de la production de véhicules européens et surtout 50% des premiums, des véhicules premium. C'est un point important pour notre filière puisqu'elle peut répondre aux besoins de tout cet ensemble de constructeurs de donneurs d'ordre. Le Nord-Pas-de-Calais est la seconde région de production automobile en France, avec 7 sites constructeurs, PSA, Peugeot, Citroën, Renault, Toyota, qui représentent 19 000 collaborateurs. 140 aussi équipementiers, qui représentent 12 500 employés. Et puis ensuite, des services, des sociétés de services, et l'ensemble pèse 4 600 employés. L'investissement est de 2 milliards d'euros, ce n'est pas banal. C'est une région qui s'en sort pas bien, mais mieux que les autres, avec de nombreux projets automobiles. Nous représentons 30% de la production française, 50% de la production et des moteurs et des boîtes de produits lourds de l'automobile. Et sachez que nous sommes premiers dans les planches de bord, nous sommes premiers aussi pour tout ce qui est boîte de vitesse, premier constructeur français toujours pour les sièges, et enfin aussi pour tout ce qui est panneaux de porte. Nous sommes premiers français pour 4 éléments importants du véhicule. Voilà les fondamentaux de notre région, des savoir-faire qui sont au cœur de l'Europe dans une logistique qui est vraiment excellente. Donc nous sommes prêts, nous visons 2030 bien entendu, puisqu'il faut se positionner loin dans l'avenir pour relever des nouveaux challenges, mais aussi développer nos positions sur les points que je vous ai cités, mais aussi sur d'autres points. J'en reste là. Je tiens à aussi rappeler tous les
sponsors, toutes les sociétés. Vous voyez, tous les logos sont là, c'est toute notre filière dans la région. Je tiens à vous souhaiter, bien entendu, d'excellents travaux. Peut-être quelques questions rapides, si vous le permettez, M. Pszybilski. Vous le dites, cap sur 2030. Il faut effectivement savoir se projeter dans le futur. Comment imaginez-vous à cet horizon le tissu industriel local ? J'imagine que notre filière va être reconnue par cette grande Europe que je vous ai montrée pour ses compétences, son savoir-faire, et donc nous travaillerons encore plus au-delà de la région. Et j'imagine aussi, et c'est l'un des points forts de ce forum, c'est de faire comprendre au rang 1 et 2 toute l'importance de l'innovation, toute l'importance de l'internalisation. Quels sont, d'après vous, les atouts de la région Nord-Pas-de-Calais ? C'est une région qui est clairement automobile, qui a ça dans ses gènes et qui maîtrise les savoir-faire. Alors, ce qui est important, c'est que nous savons répondre beaucoup plus rapidement que d'autres régions parce que nous maîtrisons ces savoir-faire. Donc, en fait, nous savons être plus agiles. C'est ce que nous tenons à dire et nous savons répondre à l'ensemble de nos donneurs d'ordre. Frédéric Pszybilski, applaudissements s'il vous plaît. Nous allons à présent écouter le représentant de l'État, qui est M. Laurent Autiot, qui représente le SGAR Nord-Pas-de-Calais. Je vous demande d'aller au pupitre, le SGAR qui est donc le secrétariat général pour les affaires régionales. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux, au nom du préfet de région Nord-Pas-de-Calais, Dominique Bure, d'ouvrir ce forum, ce premier forum européen automobile ici en région Nord-Pas-de-Calais. La filière automobile est un enjeu majeur pour la région Nord-Pas-de-Calais, grande région européenne. Vous savez, comme l'a indiqué Frédéric Pszybilski, la région est la deuxième région automobile française, avec la présence de 7 sites constructeurs, près de 19 000 salariés. La filière emploie près de 36 000 salariés au total. Et peut-être, sans vous inonder de chiffres, et ces chiffres ont d'ores et déjà été largement donnés, peut-être indiquer aussi que c'est un chiffre d'affaires de près de 13 milliards d'euros, que ce sont aussi 33% des emplois industriels des établissements de plus de 20 personnes dans cette région. Et évidemment, la place très importante des sous-traitants, 260 établissements sous-traitants et fournisseurs qui appartiennent à cette filière automobile. Nous le savons, la santé du marché automobile français et européen reste fragile. Depuis 2008, le marché européen a chuté de près de 25%, mais depuis quelques mois, des signes de reprise, des signes de stabilisation, j'ai envie de dire, commencent à se manifester. Nous le voyons, ne serait-ce qu'au niveau français, sur un an, entre octobre de l'année dernière et octobre de cette année, où les ventes de véhicules ont augmenté de 2,6%. Face à cette situation sans précédent et face à la crise dont nous sommes en train de sortir, la filière automobile française connaît de profondes adaptations, de profondes mutations. Comme dans toute situation de crise, il y a des opportunités qui se sont manifestées et des signaux très, très positifs pour la région Nord-Pas-de-Calais qui sont venus des différents constructeurs. Je pense à PSA, je pense à Renault, je pense à Toyota, avec des investissements majeurs annoncés, réalisés. Je pense à Douai, avec l'assemblage à partir de 2014 des modèles Espace, Laguna et Scénic. Je pense à Lieu-Saint-Amand, avec l'annonce de l'industrialisation K0 en partenariat avec Toyota. Je pense à Douvrin, l'inauguration fin octobre du nouveau moteur à essence du groupe PSA. Je pense à Onin, avec l'assemblage de la Toyota Yaris 3, dont les versions hybrides et les modèles destinés au marché américain. Je pense aussi à Maubeuge, avec l'assemblage du modèle Citan pour Mercedes et le restylage de la Renault Kangoo.
Ces différents projets manifestent la volonté des professionnels de l'automobile de surmonter les difficultés et de permettre d'assurer un avenir à cette filière qui joue ce rôle très important dans notre région, ce rôle moteur dans notre région Nord-Pas-de-Calais. Et c'est donc dans cette perspective que le pôle automobile à statut associatif a été créé par l'ARIA en 2011 avec le soutien de l'État et de la région et dont le but est de fédérer l'ensemble des partenaires, pouvoirs publics, équipementiers, représentants des salariés et du patronat, organismes publics de recherche ou de soutien au développement. Je voudrais aussi saluer ici la présence de Nord France Invest et de son directeur général, M. Yann Pitoulet, afin de favoriser le développement de la filière et de promouvoir de manière collective le site Nord-Pas-de-Calais comme terre de l'industrie automobile. L'activité du pôle automobile a été marquée par de nombreux événements cette année, dont l'organisation de ce forum, le FEAL, qui nous rassemble aujourd'hui et qui est destiné aussi à mettre en relation nos entreprises régionales avec les grands donneurs d'ordre étrangers, les acteurs majeurs de l'industrie automobile internationale. L'objectif de ce forum, c'est aussi de mettre en avant l'ensemble des savoir-faire de notre région en termes d'attractivité industrielle et de positionner la région Nord-Pas-de-Calais comme véritable leader de l'industrie automobile en Europe. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le Nord-Pas-de-Calais est au centre de l'industrie automobile européenne. Près de la moitié des véhicules fabriqués en Europe le sont à moins de 600 km de notre région. Et l'idée, c'est que nous puissions ensemble mieux nous préparer à relever les enjeux actuels que sont la compétitivité, l'évolution et l'anticipation des compétences, l'innovation, les technologies innovantes pour le véhicule du futur, mais aussi l'international. Nous savons aujourd'hui que les grands marchés en croissance, ils sont aux États-Unis, ils sont en Asie, ils sont en Chine, et nous devons mieux nous préparer, mieux nous armer pour pouvoir relever ces défis. L'automobile est aussi une industrie encore très manufacturière qui prépare son avenir tout en faisant face à un marché en pleine mutation. Et donc cette journée constitue un moment privilégié d'échange, de reconnaissance, de mobilisation et de réflexion autour de la filière automobile régionale et de son avenir. Je voudrais rappeler aussi que l'État soutient de manière prioritaire le secteur automobile. Un plan automobile a été présenté par le ministre Arnaud Montebourg et le ministre Michel Sapin le 25 juillet 2012. Il est notamment destiné à soutenir l'investissement des entreprises, leur trésorerie, le développement des véhicules de demain et le renforcement de la solidarité entre les acteurs de la filière. Il mobilise des outils que sont la Banque publique d'investissement, BPI France, les crédits du programme des investissements d'avenir, rechargés à hauteur de 12 milliards d'euros, ou encore de la commande publique. Ces mesures du plan automobile, elles sont complémentaires aux outils mis en place par le gouvernement pour soutenir la croissance, la compétitivité et l'emploi. Les entreprises, notamment les PME et les ETI du territoire, doivent utiliser ces outils à plein. Je pense notamment au crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, qui a été proposé depuis 2012 par BPI France et certaines banques. Je rappelle, le commissaire général à l'investissement, Louis Gallois, a indiqué encore très récemment que ce crédit d'impôt avait permis de réduire de moitié l'écart de coût du travail dans l'industrie entre la France et l'Allemagne. Je pense aussi au contrat de génération. Ce contrat très simple d'utilisation permet, je pense aux entreprises jusqu'à 300 salariés, de bénéficier d'une aide financière pour le recrutement d'un jeune en CDI associé au maintien de l'emploi, dans l'emploi ou au recrutement d'un senior, avec l'idée de pouvoir favoriser dans les entreprises la transmission des savoir-faire, la transmission des compétences. Nous avons aussi mobilisé nos outils liés aux fonds européens, je pense notamment au Fonds social européen, pour soutenir des projets visant à préparer les salariés au sein des entreprises à ces mutations économiques, à mieux les former, à mieux anticiper ensemble ces mutations. C'est le cas notamment ici en région avec la Française de mécanique, avec un soutien important du FSE apporté à la formation du personnel.
À ces outils s'ajoutent des dispositifs régionaux qui ont été mis en place ici, en région Nord-Pas-de-Calais, avec l'implication forte de l'État, mais aussi de la région. Je pense notamment au programme Asparence pour la compétitivité des entreprises et qui est reconduit jusqu'en 2015. Cette action, pilotée par l'ARIA, cofinancée par l'État, la région, l'Europe et l'ARIA, a permis à 75 entreprises de bénéficier de conseils stratégiques, de conseils opérationnels de haut niveau et qui ont été pris en charge jusqu'à 70%. Je pense à l'ADEC Métallurgie, action de développement et d'adaptation des compétences des salariés. Ce programme, porté par Opkheim et cofinancé par l'État, de novembre 2008 à juin 2012, l'ADEC a permis de former 1300 salariés en région Nord-Pas-de-Calais pour un montant de subvention de l'État d'1,3 million d'euros. Ce dispositif, d'ailleurs, va être complété très prochainement par des moyens spécifiques à l'automobile sur la sécurisation des parcours professionnels et qui sont mis en place dans le cadre de la charte automobile signée en décembre 2012 entre les acteurs de la filière et l'État. Je veux aussi souligner le rôle très important joué par le pôle de compétitivité ITRANS qui regroupe les entreprises, les laboratoires de recherche pour la mise au point de produits innovants dans le domaine des transports et les entreprises de la filière automobile régionale, en particulier les PME, les ETI, doivent utiliser davantage le pôle qui d'ailleurs a fait l'objet d'une évaluation excellente, parmi les meilleurs pôles de compétitivité au niveau français et à dimension européenne internationale. Et les entreprises de la région doivent mieux utiliser le pôle qui doit être utilisé comme usine à produits d'avenir. Et c'est bien tout l'objectif du gouvernement, dans le cadre de la nouvelle contractualisation avec les pôles de compétitivité, de les orienter vers cette dimension. Voilà, en quelques mots, peut-être indiquer aussi que le contexte économique actuel nous impose de définir des politiques publiques audacieuses, nous impose de nous préparer à ces mutations très profondes que nous vivons, que vous vivez au quotidien avec la mondialisation. Et nous avons plusieurs points qui ont été soulevés, notamment dans le cadre de la démarche qui a été conduite par le gouvernement avec le cabinet McKinsey très récemment dans le cadre des 34 plans d'innovation industrielle. Vous savez qu'il y a différentes dimensions qui ont été identifiées et c'est aussi le but de ce forum, le pari sur l'innovation, l'internationalisation, la nécessité aussi de développer de manière plus importante le marketing stratégique, qui est aussi une dimension très importante. Voilà, je crois que notre région Nord-Pas-de-Calais dispose de tous les atouts et d'une réelle attractivité pour relever l'ensemble de ces défis à l'avenir. Je vous remercie. Je propose de continuer avec un coup d'œil sur le futur, les évolutions en matière de mobilité. Nous allons découvrir en avant-première les résultats d'une étude qui a été faite par Deloitte. C'est donc Éric Dezemer qui va nous présenter les résultats en français pour finalement faire une continuité. Donc on va voir avec vous les résultats pour l'Europe d'une étude qui concerne donc les évolutions en matière de mobilité. Merci Laurent. Je commencerai ma présentation par définir comment est-ce que nous voyons le futur de la mobilité chez Deloitte. Et nous le voyons au travers 5 mégatrends, ce que nous appelons 5 mégatrends, que je vais décrire en quelques minutes avec vous. La première, c'est l'hyperurbanisation. Les statistiques démontrent clairement qu'à un horizon 2050, 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Il est clair que ce sera un impact sur la mobilité du futur, que ce soit au niveau des embouteillages, que ce soit au niveau de la pollution, que ce soit aussi de la manière dont le consommateur dans le futur consommera de l'automobile. La deuxième méga-trend, et on a déjà touché brièvement, mais je prendrai peut-être une perspective un petit peu plus européenne, c'est celle de la globalisation et des emerging markets. Bien sûr, en Europe, nous étions il n'y a pas longtemps encore un plus bas sur 20 ans, et nous voyons en septembre, d'après les derniers chiffres, que clairement le marché se reprend.
Il est cependant clair que le vainqueur du futur dans le monde de l'automobile sera celui qui résoudra au mieux l'équation de l'équilibre des régions, région européenne, région américaine et Asie. Le vainqueur, ce sera celui qui réalisera l'équilibre des trois régions. Mégatrend un peu plus compliqué, c'est la convergence du privé, du public et du civic sector. La mobilité du futur sera excessivement compliquée. Et si un individu voudra se déplacer du point A vers le point B, il devra pouvoir le faire regardless de son moyen de transport, de son interactivité avec le réseau. Et c'est quelque part cela qui va demander une collaboration accrue entre les gouvernements et les sociétés, pas uniquement au niveau des standards, mais aussi de comment organiser la mobilité dans sa totalité. Connectivité, mais je pense que vous êtes un peu tous comme moi impressionnés par le coup d'accélérateur qui a été porté à cette mégatrend. Connectivité avec son aboutissement final, qui est la voiture sans conducteur. Et donc, connectivité dans le véhicule, et j'y reviendrai dans les résultats de notre étude, où quelque part on pourrait s'attendre à ce que, tiré par la jeune population, que le conducteur ait les mêmes attentes que les applications qu'il trouve sur son mobile phone, qu'il les trouve dans son véhicule, et on verra que quelque part les attentes sont un petit peu différentes. Et la dernière mégatrend que je voulais mettre en avant, c'est celle de la sustainability et climate change. Il est clair que l'Europe est précurseur dans ce domaine. Il est clair que, quelque part, on peut dire que c'est un avantage déconcurrentiel. Je pense que ça pousse quelque part l'innovation et je le vois plus comme un avantage concurrentiel que déconcurrentiel. On voit cependant que sustainability et climate change, même si l'Europe est précurseur, la Chine et les États-Unis sont aussi en train de mettre des standards en plus. Donc c'est aussi une mégatrend qui va définir le futur de l'industrie. Eh bien, voyons en détail ces méga-tendances. Permettez-moi de revenir un peu en arrière sur l'hyper-urbanisation. Venant d'un pays comme la Belgique, où nous avons le premier champion du monde et le deuxième champion du monde des embouteillages, avec Bruxelles et Anvers étant respectivement la première et la deuxième ville la plus embouteillée, il est clair que quand vous êtes dans ce genre de situation, vous allez regarder la mobilité du futur d'une manière différente. La pollution aussi. Je pense que ce qui est très intéressant au niveau de l'hyper-urbanisation, c'est la conséquence que ça va avoir au niveau du consommateur, de la manière dont il va acheter du véhicule automobile dans le futur. On commence à plus en plus de parler de access to mobility versus ownership of mobility. Donc, on voit de plus en plus des phénomènes de ride and car sharing, de location de voitures, de multimodal transportation system. Et donc, les conséquences que l'hyperurbanisation va avoir sur l'automobile, c'est quelque chose qu'on a voulu vérifier dans notre enquête et dont je partagerai les résultats dans quelques minutes. Convergence privé-public. De manière un petit peu paradoxale, l'attente du consommateur est beaucoup plus importante que l'offering qui lui est mis à disposition pour le moment. Et donc, il y a une certaine, ce qu'on va appeler perceived failure of the private sector. Et donc, que le pendulum, quelque part, shift à nouveau vers le gouvernement vers les différents gouvernements, que ce soit nationaux ou que ce soit régionaux, pour organiser la mobilité du futur. Cette mobilité du futur qui va quelque part obliger
non seulement les acteurs privés et les acteurs publics à parler ensemble, mais aussi à différentes industries de parler entre elles, que ce soit l'industrie automobile avec l'industrie que je nommerais high-tech pour toute la connectivité embarquée dans les véhicules, mais que ce soit aussi toute l'énergie utilities et production d'électricité pour les hybrides ou pour les electrical vehicles. Et la dernière, dans laquelle je voulais mettre un peu plus l'accent, c'est celle de la connective technology. Donc, la technologie embarquée dans les véhicules n'est pas un phénomène nouveau. Elle a commencé par le GPS et la télécommunication. On voit maintenant que les attentes sont beaucoup plus importantes, que ce soit la conduite assistée, que ce soit le parking automatique. On entend même parler les sociétés d'assurance qui seraient fortes supportrices d'installer des boîtes noires dans les véhicules de telle sorte à voir quelle est la cause des accidents, avec son pendant éventuellement une réduction des primes d'assurance. Imaginez aussi les impacts que la voiture connectée et son pendant, la voiture sans conducteur, pourrait avoir sur cette tranche grandissante de la population qui est la population des personnes âgées. Ce serait une tranche de la population qu'on pourrait à laquelle on pourrait permettre à nouveau de se déplacer. Cette méga-trend propose des challenges très importants pour l'industrie automobile, parce que vous avez un monde de l'automobile dans lequel le développement des véhicules prend des années par rapport à un monde du high-tech où vous vous attendez à avoir un software upgrade de manière très régulière. Vous avez un monde où, dans le monde de l'automobile, toute option doit être définie au moment de la sélection du véhicule par rapport à un monde où vous voulez absolument configurer l'ensemble de vos options de manière régulière. Vous avez un monde dans lequel les options sont payantes par rapport à un monde de la technologie où tout est absolument gratuit. Donc, connectivity, ça existe depuis un petit bout de temps, mais le coup d'accélérateur est très, très important. Alors, ce que nous avons fait, c'est que chez Deloitte, nous avons lancé une grande étude sur les consommateurs, étude qui a récolté plus ou moins 20 000 réponses et sur un scope géographique qui a couvert plus ou moins 20 pays. Et on a essayé de clarifier les questions par rapport à 3 grandes mégatrends. 1. Comment est-ce que la mobilité du futur sera-t-elle consommée? Voiture connectée, quelles sont les attentes? Est-ce que les attentes sont vraiment celles de dire que après mon computer, mon mobile phone, la voiture est le 3e outil technologique? Et la 3e mégatrend, quelles sont les préférences en matière de motorisation? Si je regarde la première question qui est celle comment est-ce que la mobilité va-t-elle être consommée dans le futur? Et j'ai expliqué ce phénomène des mégatrends et de l'hyperurbanisation. Quelque part, les résultats sont un peu surprenants pour moi. Je m'attendais à ce que de plus en plus on aille vers des modes de consommation et de modes d'acquisition de la mobilité qui soient différents. Et on voit encore que 80% des répondants à notre enquête possèdent encore leur véhicule, 4% sont en leasing et 16% ne possèdent pas leur véhicule. L'acquisition du véhicule pur et simple est encore le mode privilégié d'acquisition. Ça veut dire que la voiture reste encore quelque chose de statutaire finalement? C'est-à-dire que oui, la voiture est encore un statut important et qu'on aime encore posséder et acheter sa voiture. Mais je pense que au plus que ces mégatrends et au plus que les personnes vont se trouver dans les embouteillages et que ce sera certainement un phénomène qui va quelque part s'accélérer en Europe où on va avoir des modes de consommation différents. Aux États-Unis, si je parle à mes collègues, ils sont déjà beaucoup plus dans « je ne possède pas mon véhicule, j'ai mon application qui m'indique
où une voiture partagée est disponible. Je pense que c'est un effet de temps, mais qu'on va y arriver. Mais les résultats à court terme démontrent que les personnes encore souhaitent posséder leur véhicule. Et quand on va un peu plus loin et qu'on regarde et qu'on analyse de manière un peu plus détaillée les 16% des réponses des réponses qui disent « je ne possède pas mon véhicule », on voit que les raisons, c'est que, le style de vie et le mode de travail et que la mobilité associée au style de vie de ces personnes peut être résolue par les transports publics, et que deux autres grandes raisons, c'est que les coûts d'acquisition et les coûts de maintenance et d'opération du véhicule sont exorbitants pour une majorité de personnes. Donc, quelque part, des résultats au niveau de l'acquisition du véhicule qui démontrent une certaine stabilité. Plus intéressant, c'est la motorisation du futur. Et ici, je vais prendre les résultats belges pour un peu illustrer la tendance. En Belgique, si on analyse les réponses des consommateurs, on voit que les modes de propulsion les plus à la mode sont le diesel et l'essence. Donc, quelque part, OK, ça, c'est la situation actuelle. Ce qui est beaucoup plus important, c'est quand on interroge les consommateurs et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils feront dans les 5 prochaines années, quel est le mode de motorisation qu'ils vont acquérir dans les 5 années prochaines, on voit que seulement un tiers des personnes vont encore considérer l'essence et le diesel comme leur mode de propulsion favori. Et donc, on voit que les grands vainqueurs seront le plug-in hybride avec 17% des correspondants et le hybrid électrique. Donc, ici, quelque part, une trame de fond qui est déjà en train de se mettre en place. Donc l'électrification gagne du terrain, en tout cas dans l'esprit des consommateurs. Tout à fait, tout à fait. Et quand on analyse un peu les barrières actuelles, on voit que c'est encore le prix qui est la barrière la première, et prix pas seulement au niveau du prix d'acquisition du véhicule, mais aussi au niveau prix de revente du véhicule. Beaucoup de personnes que nous avons interrogées sont très inquiètes. La valeur de revente du véhicule est très, très importante. Et avec une technologie qui évolue de manière tellement rapide, les gens ont l'impression de ne pas maîtriser la valeur finale, la valeur revente de leur véhicule. Donc, le prix est encore l'obstacle premier au moteur du futur. Et on voit que c'est encore la tranche de 5 000, c'est l'obstacle de 5 000 $ qui est perçu entre véhicules plug-in hybrides et véhicules hybrides qui sont plus chers que les moteurs traditionnels. On voit que c'est encore ces 5 000 $ qui sont la barrière à l'entrée. Et comment résoudre ça? On voit que plus de la moitié s'attendent à ce que les gouvernements et les régions, quelque part, aident à couvrir cette différence, mais aussi on voit qu'ils pensent que ce sont les gouvernements qui doivent quelque part challenger encore plus les sociétés OEM pour venir avec des véhicules encore plus efficaces. Et la dernière méga trend que je souhaitais mettre en avant et où je souhaitais analyser les résultats, c'est celle de la connectivité, parce que je les trouve un peu surprenants. Moi, je pensais que les réponses allaient être « je veux absolument avoir la même connectivité dans mon véhicule et les mêmes applications et le même infotainment dans mon véhicule que sur mon mobile phone ». On voit que la première chose auquel les consommateurs s'attendent de la connectivité, de la technologie, c'est la sécurité. C'est plutôt une bonne chose, non, d'ailleurs? C'est une très bonne chose, avec des choses où on voit où il y a des attentes à ce que le véhicule soit quelque part leur coach, avec certaines personnes qui vont jusqu'à dire « je suis prêt à accepter que mon véhicule prenne la main dans des situations bien précises, évidemment, mais prenne la main sur moi
en situation dangereuse. Et son pendant par rapport à ça, c'est que les consommateurs disent « OK pour plus de technologie, mais pas si elle cause de la distraction ». Et donc on voit même que certains répondant à notre enquête disent je n'ai pas besoin d'avoir toutes les applications que j'ai sur mon iPhone dans mon véhicule parce que la distraction que ça va causer va quelque part aller à l'encontre de mon attente première qui est la sécurité. Et paradoxal, si le consommateur ne s'attend pas à avoir les mêmes fonctionnalités, il s'attend cependant à avoir le même ease of use de ces applications embarquées, que ce soit au niveau des écrans qu'ils souhaitent avoir touchscreen ou au niveau des updates qu'ils s'attendent à avoir au niveau de toutes leurs applications, que ce soit GPS ou autres, ils s'attendent à avoir des upgrades réguliers. Je vois la voiture sans accident, c'est vraiment l'un des souhaits majeurs pour les consommateurs dans le futur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, quelque part, la voiture sans conducteur est quelque part ce vers quoi on devrait tendre à un horizon beaucoup plus court que ce qu'on ne le pensait précédemment. Et cette voiture sans conducteur, paradoxalement, devrait réduire le nombre d'accidents et aussi d'embouteillages. Donc la réduction des embouteillages, quelque part, et la sécurité, c'est ce qui est top of mind pour les consommateurs. Et ce qui explique aussi pourquoi une des méga trends qui est tellement importante, c'est la collaboration privée-publique et ces différentes industries, parce que c'est ce partenariat qui va quelque part permettre d'arriver à ce but ultime. Si vous me permettez, une petite question, Éric Dezomer. Donc, vous avez dit que certains résultats étaient surprenants. Est-ce que ça devrait inciter les constructeurs peut-être à modifier la façon dont ils vendent ou packagent en quelque sorte leur offre par rapport aux véhicules? Mais je pense que, on va les entendre dans les workshops de cet après-midi, mais que l'automobile, on est en train de passer beaucoup plus d'un monde push product vers un monde comprendre mon consommateur final, parce que les attentes deviennent tellement spécifiques et tellement sophistiquées que renforcer ce lien entre le consommateur final et le producteur est une trame de fond aussi dans le marché de l'automobile. Peut-être une petite réaction là de mes voisins, parce que je vous ai vu opiner du chef en regardant les slides. Laurent Autiot, Frédéric Pschibilski, peut-être quelques commentaires à chaud sur cette présentation. Merci beaucoup. Je pense effectivement à un des points que vous avez souligné, qui est un point clé, c'est la nécessité de développer effectivement d'autres formes de relations avec le client final, et notamment un des aspects que j'avais souligné tout à l'heure, qui est l'aspect de marketing stratégique, qui me semble être un point clé que vous avez mentionné implicitement, et sur lequel il y a sûrement en tout cas à améliorer les choses et à renforcer les efforts dans ce domaine. Un autre chantier de la matinée, c'est aussi la compétitivité. En fait, vous avez bien signalé que nous sommes toujours sur des butées de prix. Donc il faut aussi avoir en tête que nous devons assurer la compétitivité de notre filière. Et compétitivité, si je peux faire un commentaire, moi qui viens d'un pays comme la Belgique, où nous avons été sévèrement touchés par des fermetures d'usines, je pense que le futur de l'automobile dans un pays ou dans une région en particulier n'est pas uniquement sur l'assemblage du véhicule. Je pense que le véhicule, l'industrie automobile est tellement excitante et en telle mutation qu'il y a des niches pour une multitude de fournisseurs. Et donc, je pense qu'il est important de bien comprendre ces trames de fond et vers où va la voiture du futur pour pouvoir s'inscrire dans cette innovation absolument constante que l'on voit dans l'industrie automobile. Et ça, je pense que c'est un message excessivement positif et qu'il faut bien comprendre de manière un peu plus profonde l'automobile pour voir
compétitivité, mais oui, mais où est-ce que je peux m'inscrire dans ce véhicule du futur? Éric Desomer, Deloitte, remerciements.